La dualité caractérise le monde. Elle définit nos vies. Le jour et la nuit, la joie et la tristesse, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie. C'est une dualité qui ne doit pas être exprimée, parfois ni même vécue. La tristesse ne se montre pas, la pauvreté se cache, la maladie se voile en euphémisme et en non-dit. Cette dualité mène à l'opposition perpétuelle. Elle provoque la fatigue, le stress, et finalement un déséquilibre intérieur néfaste qui nous pourrit, qui nous rend malades. Je travaillais à 150% et suivais en plus des cours du soir, tout pour avancer plus rapidement dans ma carrière. J'élevais également seul mon fils de 11 ans, sans vraiment le voir grandir. Je m'épuise. Et un matin, je m'écroule dans mon salon, inanimé. On m'hospitalise d'urgence avec un taux d'hémoglobine à 4. Un taux normalement fatal. Le médecin m'annonce alors que j'ai une leucémie myéloïde aiguë, autrement dit le cancer du sang. Un vide complet se fait dans ma tête. Le cancer, à 39 ans. Il m'est impossible d'imaginer ce qui m'attend. Impossible de vouloir l'imaginer. Tout simplement impossible. Ma vie est comme suspendue dans le temps, et en dehors de moi, tout bouillonne à une allure frénétique. Je m'enferme dans une bulle, me recroqueville dans l'œil du cyclone, incapable de savoir quelle direction prendre, incapable de penser. Tout ce que je sais, c'est que personne d'autre ne peut comprendre les émotions qui me traversent. Comment le pourrait-il si moi-même en suis incapable ? Je me retrouve seule au monde, une solitude ineffable, le calvaire. Lorsque je demande au médecin à quoi je suis confrontée, il me répond à une longue traversée du désert. On me dit que j'ai 3 jours pour me préparer. 3 jours pour mettre mes affaires en ordre, comme on dit. Au cas où. 3 jours pour réorganiser une vie qui risque de ne pas continuer. Qui risque de ne pas se terminer. Et je n'arrive pas à en parler. J'ai peur que l'on me juge. Que l'on me considère autrement. J'ai honte. Je vais devoir subir 3 séances de chimiothérapie avant même d'envisager une greffe de moelle osseuse. Dès la première séance, on m'enferme dans une chambre stérile pour éviter toute infection. Je ne peux pas renouveler seule les cellules de mon sang et de mon système immunitaire, et cette chambre stérile est impérative pour ma survie. Et quand la porte se ferme, je sais qu'elle s'ouvrira au mieux qu'au bout de 6 semaines. J'ai déjà envie de tout laisser tomber.
Ce premier traitement de chimio provoque des nausées constantes, une gueule de bois perpétuelle, et me donne l'impression de n'être personne. Un cobaye. 6 longues semaines, 1000 heures, 60 000 minutes. Et cette porte qui risque de ne plus se rouvrir du tout. Isolée dans une chambre, avec seulement un lavabo, une chaise percée servant de toilette, et un lit entouré d'appareils médicaux, que je qualifie d'arbres de Noël, tant les lumières sont nombreuses et artificielles. Les médecins et les infirmières entrent et sortent n'importe quand. Et puis il y a ce hublot, pour que l'on puisse m'observer en tout temps, comme un rat de laboratoire. J'ai l'impression d'avoir commis un crime, et voilà ma punition. Et je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je veux qu'on me fiche la paix. Je ne veux pas mourir comme ça. Ce sentiment d'humiliation et cette perte de dignité sont pour moi ce qu'il y a de plus effroyable. J'ai demandé bêtement un paravent pour conserver une certaine pudeur. Quelle naïveté. C'est la nuit le plus difficile. Seule dans cette chambre avec le bruit continu et inexorable de cette perfusion qui me relie à la vie. Mais c'est la nuit aussi où je finis par oublier tout ce qui m'attend. Je me rends compte que pour m'en sortir, il faut que je franchisse une seule étape à la fois. Ne pas penser au traitement suivant. Sinon, c'est trop compliqué. Finalement, je me révolte. Au bout de 10 jours, je trouve en moi des réserves insoupçonnées. Je suis une battante, une aventurière. Je connais les défis, j'ai l'habitude de les affronter et de les vaincre. Je pense alors à mon fils. À mon fils de 11 ans, qui a encore tant besoin de sa mère. Et je me fixe comme but de sortir de l'hôpital pour les vacances de Pâques, afin de les passer avec lui. Ces vacances avec mon fils sont terribles et magnifiques à la fois. Chaque après-midi passé sur la terrasse en sa compagnie, chaque rare sortie au bord du lac, à contempler le flux et le reflux de l'eau, chaque fois où j'essaye tant bien que mal de l'aider dans ses devoirs, à chaque instant, je suis traversée par le bonheur d'être à ses côtés. Mais à chaque instant aussi, je suis terrassée parce que je risque de perdre. Their rapid pulse, but strong. Another sec. Is it? What was your name, Holly or? Here, take the phone up. Ça va? It's okay? That's right. D'accord. Elle a dit quelque chose. Vous parlez. Elle est anglaise? No, she's Finnish. Finnish. She's She's from Finnish, Finland. but she speaks English. Ok. She's in my tent. Ok, bon, on va la faire. Are she in your tent? Yeah, I don't get it why she's staying Tu here because m'aideras, she's so good. She cruised right by us about 10 minutes ago. We just She remarked was about going how strong fast and then she Yeah, just but dropped. she's fast. she just dropped. She was walking very... Elle courait, elle marchait? Elle marchait super bien. Ouais. D'un seul coup, elle est tombée? Et d'un seul coup, elle est tombée. Ok.
No, don't move. OK? Le retour dans cette chambre stérile sans aucune intimité pour le deuxième traitement de chimio est terrible. Mes espoirs et convictions se volatilisent si rapidement, comme les bonnes résolutions du Nouvel An lorsqu'on retrouve sa sobriété. Mon premier séjour n'est qu'une mise en jambe. Ce deuxième traitement me fait réellement perdre tout repère, toute idée des limites de la souffrance que je pouvais endurer. J'ai déjà perdu mes cheveux et cette fois je perds énormément de poids. Bientôt je ne me reconnais plus dans le miroir. Le traitement engendre en plus des démangeaisons terribles sur le crâne, comme des centaines de piqûres d'abeilles et des abcès au dos, qui m'empêchent de me coucher et me renvoient au bord de la folie. Et enfin, malgré toutes les précautions prises et toutes les humiliations subies, une infection a tout de même lieu. Une infection oculaire qui provoque une hypersensibilisation des yeux et me force à rester dans le noir complet pendant 10 jours. Le sentiment de solitude est inexplicable. Les pensées les plus noires m'envahissent. Tout ce que je sais, c'est que je croyais mourir. Ou plutôt, que la mort était préférable à ce que j'étais en train d'endurer. Cela peut paraître absurde de penser à abandonner, puisqu'un malade n'a pas le choix. Il doit bien continuer. Comment peut-il s'arrêter ? Et pourtant, il a un choix. C'est le choix d'abandonner tout espoir, finalement de se laisser mourir. Dans un de ces nombreux moments où la guérison me semble impossible, je dis à mon médecin « S'il vous plaît, je veux sortir. Je veux mourir dignement. Je n'en peux plus. Je veux baisser les bras, me débarrasser comme ça de ma peur de mourir. » Quel soulagement. Je n'aurai plus peur. Tout cela sera fini. Je ne veux plus de cette chambre. Je veux mourir sur une plage, au soleil. Dignement. Mais quelque chose en moi refuse et me fait émerger de cette nuit de l'âme. J'ai touché aux limites de la vie en pensant que je n'y arriverais pas. Mais c'est faux. J'ai regardé la mort en face et c'est elle qui a baissé les yeux la première. Ma deuxième sortie de l'hôpital constitue une période de réflexion intense. J'ai passé presque 3 mois dans cette chambre stérile
et je vais encore y retourner pour une 3e chimiothérapie avant cette greffe de moelle osseuse dont ma vie dépend entièrement. Ni mon frère ni ma sœur ne sont des donneurs compatibles, et l'autogreffe n'est pas envisageable. On réussit à me trouver un donneur, mais il finit par se désister. Autour de moi, c'est la panique. Mais moi, je réussis à convaincre les médecins de me laisser partir 3 jours. 3 jours à contempler la mer. Je reste angoissée, bien sûr. Les semaines passent et je ne sais pas si je vais vivre ou mourir. C'est la foi qui me fait tenir. La foi. Les plus cyniques deviennent croyants, je vous assure. Lorsqu'au bout de 6 semaines, on me trouve un second donneur, j'ai l'audace de refuser la date fixée par les médecins pour la greffe. En effet, elle ne correspond pas du tout au calcul des dates lunaires faites par une amie portée sur l'astrologie et la numérologie. À ce stade, accepter ces dates contre-indiquées par mon amie me donnerait l'impression de signer mon arrêt de mort. J'insiste, je tiens bon. Et le médecin finit par céder. Mon sort se réduit à cela. Un petit paquet de cellules sanguines offert dans la souffrance par quelqu'un que je ne connaîtrai jamais et qui ne me connaîtra jamais. Un cadeau qui contient la vie, mais qui peut aussi contenir la mort, puisqu'il y a tant de chances que mon corps rejette cette substance étrangère. Et après la transfusion, je dois rester encore 1 mois dans cette chambre stérile avant de sortir de l'hôpital. Le temps de voir si la nouvelle moelle fonctionne. Des semaines de migraines, de diarrhée et de vomissements. Des semaines d'incertitude et de solitude. J'éloigne ma famille. Pour la première fois, mes souffrances sont telles que je ne veux plus que l'on me voie. La seule visite est celle d'une connaissance qui vient tous les jours me faire rire. Et qu'est-ce que ça fait du bien à un malade de rire. Puis un jour, les souffrances s'arrêtent. La greffe a pris. Et là, surtout, le sentiment de libération est absolument inexprimable. Il est souvent dit qu'il y a 2 façons de voir le monde. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Mais ce ne sont que 2 faces d'une même pièce unique. La dualité du monde n'est qu'apparente, puisqu'il ne peut pas y avoir de jour sans nuit, de vie sans mort. Vivre vraiment, c'est être pleinement conscient de notre mortalité. Vivre chaque instant du moment présent. Pour moi, l'ombre de la maladie plane toujours, évidemment. La course n'est jamais vraiment terminée. La victoire n'est jamais totale. Mais je préfère vivre encore pleinement 10 ans, plutôt que 20 ou 30, avec la peur d'une rechute qui dicterait tous mes actes. Je m'appelle Clara Clare. J'ai 43 ans. Et chaque anniversaire que je fête depuis mes 40 ans est un don, un véritable cadeau. Ici, dans le désert, où je viens revivre mes expériences et exorciser mes démons, je me demande pourquoi tous ces coureurs choisissent volontairement d'endurer une telle épreuve, faite de tant de doutes et de souffrances. Et je me rends compte que d'une certaine manière, toutes leurs réponses individuelles, courir pour une bonne cause, pour une personne vivante ou décédée, ou tout simplement
pour mieux se connaître et acquérir un regard nouveau sur la vie, toutes ces réponses reviennent à dire la même chose. Le corps est en souffrance, mais l'esprit est libre. C'est pour jogging. C'est pour jogging. Vous m'avez fait pleurer là-bas. J'ai chialé comme une madeleine quand j'étais dans les tubes. J'arrivais plus à avancer. Je vous aime. Annem gitar.